Merci. Alors, s'il y a un problème de son ou de micro, on va essayer que je parle pas trop fort. Merci beaucoup pour votre accueil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un momentum depuis 1 an et demi. D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, de Genia. De Genia, donc on va parler évidemment sur Azure. Et on va aussi parler de produits ou même d'applications parce qu'on est là pour faire du code. Moi, je viens du code, je suis développeur, architecte de solutions. Donc, que ça soit de l'architecture, que ça soit du développement, on va parler d'ailleurs Python aujourd'hui, on ne parlera pas Cobol, si ça vous rassure. Et l'idée, c'est quand même de partir du principe que, euh, eh ben, en fait, faut commencer par une idée. Que ça soit pour une start-up, que ça soit pour votre projet, que ça soit pour un éditeur, dans tous les cas, ben, on développe un use case, en fait, on développe quelque chose. Et en fait, le GenAI, ça a apporté finalement un gros consensus sur la capacité d'adresser des nouveaux use cases et des idées vraiment pertinentes pour améliorer finalement la qualité des relations clients, d'avoir des produits beaucoup plus rapides, de créer finalement de nouveaux produits basés sur ces nouvelles technologies, parce que c'est même si c'est de l'IA, c'est pas nouveau en fait, c'est pas révolutionnaire, c'est la capacité des gens à créer finalement des produits avec cette évolution de l'IA. C'est un sous-domaine en fait, les LLM, hein. C'est l'IA, ça date des années 50, théorisé en tout cas, mais c'est la capacité finalement d'être performant et de répondre à un réel besoin. Et c'est pour ça que finalement, quand on voit la courbe d'adoption, elle était aussi rapide, parce que justement tout le monde était prêt à l'utiliser, et tout le monde était prêt à l'utiliser rapidement. Donc je vais vous parler évidemment de text to image, je vais vous parler de speech to text, text to speech, en fait tous ces éléments qui passent de l'un à l'autre avec des cognitive services. Et en fait, d'ailleurs, cette image, je l'ai créée avec un text to image qui est DALI 3, qui est aussi un modèle qui existe, qui est concurrent à Stable ou à Midjourney. Et j'ai pas fait un pour Rocket Science Prompt Engineering, hein, j'ai fait juste style cartoon, etc. avec un développeur qui a une idée sur l'IA. Et ben en fait, c'est exactement ça en fait, ça commence toujours par une idée ou un besoin. Faut pas se poser beaucoup plus de questions. L'IA, c'est un outil en fait. C'est une capacité de répondre à une problématique. La vraie question, c'est les applications, tout ce qui va être utilisé pour ça. Bah en fait, on a quand même un momentum, et je viens de vous le dire à l'instant, c'est que toute nouvelle application, là on parlait de 2025 en juillet 2023, je pense qu'en 2024, s'il y a une startup ou une entreprise qui ne met pas de l'IA dans un de ses produits, ou qui veut créer une application, bah, elle n'aura pas de raison d'être en fait. Que ça soit affiché, écrit chatbot-like, GPT, ou que ça soit une feature qui est cachée dans l'application qui permet d'améliorer la rapidité, la summarisation ou de proposer des choses pertinentes, et ben ça sera là et ça sera évidemment un avantage compétitif par rapport à d'autres concurrents. D'ailleurs, ça sera plus la question est-ce qu'on doit y aller, c'est les autres s'y sont allés avant moi en fait. Et donc j'ai perds d'un point de vue intérêt. Il y a beaucoup de startups qui se montent sur des librairies très récentes, je vous en parlerai un peu plus tard, parce que justement ça répond à des besoins et tout le monde s'y met en même temps. Donc ça évolue hyper vite. J'ai présenté ChatGPT d'OpenIA le 2 décembre à Bordeaux. Et ben, 1 an et demi après, il y a des produits dans tous les sens. On a eu différentes versions de modèles. Il y a tous les clouds, les hyperscalers qui se mettent en même temps, que ce soit les ESN, que ce soit les développeurs. Et on n'a pas besoin de data scientists hein, pour faire de l'IA avec ça, parce que justement, on a des abstractions qui ont été faites avec des API en fait. En tant que développeur, vous n'avez pas besoin de maîtriser la capacité de créer un modèle, de faire du fine-tuning. Vous avez besoin de parler à ce modèle, le comprendre pour l'utiliser en tant que tel. Donc que ce soit un modèle open source, que ce soit un modèle propriétaire, que ce soit un Mistral, que ce soit un Azure OpenIA, un OpenIA tout court, et ben en tant que développeur, votre capacité c'est de comprendre comment ça fonctionne, utiliser les bonnes API et rendre un produit le meilleur possible par rapport à votre besoin. Euh, alors, je vais faire un peu d'abstraction très rapide sur ce que c'est que l'on-premise, le IaaS, le PaaS, le SaaS, parce qu'on va partir évidemment d'Azure. Et l'idée, c'est quand même de vous dire quelles sont les couches d'abstraction sur Azure pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Le on-premise, c'est un serveur où vous gérez tout. C'est-à-dire que vous avez votre PC à la maison, vous gérez le matériel, la RAM, etc. Vous installez tout. Le IaaS, c'est l'infrastructure as a service. Donc, c'est une terminologie qui est... c'est comme si vous louez un cinéma. Donc en fait, vous arrivez, vous gérez le popcorn, vous gérez les salles, vous gérez le film, etc. Par contre, vous avez une zone de responsabilité qui est plus élevée, tout en jaune. Ensuite, vous allez un peu plus loin. Vous achetez un... Oh pardon, je suis allé un peu trop vite. Vous achetez le pack cinéma, c'est-à-dire sur le pass, la plateforme as a service, vous gérez moins de choses. Vous êtes plus concentré sur votre application, sur votre data, sur finalement votre cœur de métier. Et le SaaS, qui est un peu ce que vous pouvez utiliser au quotidien, c'est Software as a Service. Quand vous utilisez votre application sur votre portable, c'est un SaaS en fait.
vous utilisez Netflix, Prime Video, quoi que ce soit, c'est un software as a service, vous l'utilisez tel quel, vous ne posez pas de questions, vous êtes consommateur. Et c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, que ça soit pour un IA ou que ce soit forcément pour n'importe quel produit, vous allez, suivant ce que vous allez utiliser dans vos clouders personnels ou professionnels, bah, choisir le service et la plateforme qui est la plus adéquate. Alors, alors j'ai mis Batman, pourquoi il y a Batman? Parce que j'ai une analogie assez impertinente. C'est que quand vous êtes en fonction as a service, vous savez ce que c'est qu'une fonction as a service ou pas? Levez la main. Ok. Alors, fonction as a service, c'est très simple. Vous gérez que votre code. Vous le mettez dans un cloud, vous mettez le langage, vous ne cherchez pas plus que ça, et c'est généralement event-driven. Event-driven, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand il y a quelque chose qui se passe sur votre application, au lieu de prendre un conteneur entier, une application entière, etc., bah, on met juste le code dans un panel, que vous pourriez avoir un formulaire dans votre cloud, et ça le lance, le code, très rapidement. Ça peut être de l'algorithmie très rapide, et vous n'avez pas besoin de créer une interface entière avec un logiciel, etc. Container as a service, vous avez peut-être déjà tous entendu de Kubernetes ou des conteneurs, Docker, tout ça. Et bien évidemment, c'est une capacité de créer de l'abstraction, un peu comme les gadgets avec Batman, c'est que vous pouvez avoir des gadgets qui vous permettent d'intercaler. Vous gardez la maîtrise du conteneur, mais l'orchestration du conteneur et sa capacité de ce qu'on appelle horizontale ou verticale. Horizontale, vous en créez plusieurs. Verticale, vous augmentez le RAM, la CPU, etc. Une fois qu'on s'est dit ça, ah voilà, c'est ça Azure. Et on va se dire, waouh, la claque. Quand on arrive, la courbe d'apprentissage, elle est dure quand on débute en infrastructure. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, quand on arrive sur n'importe quel cloud, ben, en fait, on ne sait pas quoi choisir, hein. Vraiment, c'est difficile. Et on est un peu comme ça. Moi, j'ai commencé à dire, je fais, waouh, par où je commence, etc. Ben, en fait, comme un développeur et comme un architecte, hein, par le début, en fait, vous commencez à installer les trucs, vous testez. Et finalement, on arrive sur des mémos très simples. Les principales choses quand on débute, c'est que vous avez besoin d'une souscription, un compte, en fait. La ressource groupe, c'est l'élément virtualisé qui permet de mettre bah, vos petits trucs, que ce soit un storage, que ce soit un compute, donc un PC ou une virtual, etc. L'endroit de placement où vous le voulez, bah, vous pouvez l'avoir en France comme vous pouvez l'avoir aux US. Le sujet est pourquoi le mettre à un endroit plus qu'à un autre? Bah, votre base client en fait, il ne faut pas aller chercher plus loin en fait. Si vous voulez plus de pertinence, moins de latence, etc., bah, vous vous rapprochez. Après, quand vous allez commencer à avoir une application qui fait des millions de hits et que vous avez des clients partout dans le monde, bah là vous allez vous poser des questions différentes. Mais le sujet c'est de commencer simple. Prenez France, allez pas plus loin. Créez un ressource group très simple. Mettez une base de données, mettez juste un storage, mettez juste un conteneur app, ce que vous gérez même pas. C'est-à-dire que vous prenez un élément Linux, vous installez même pas le Docker, vous prenez le truc qui est déjà disponible et vous avez juste à gérer votre code qui est sur GitHub. Ressources group, je vous l'ai dit, ça vous permet de manager des conteneurs et les regrouper et les agréger. Donc c'est vraiment comme si vous rangiez vos dossiers sur votre folder, hein. Il n'y a rien de complexe en fait. C'est juste une façon d'appréhender les choses. Donc les ressources sont évidemment subdivisées par leurs éléments, que ce soit App Services, Virtual Machine, le Function, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les Function as a Service, les bases de données, qu'elles soient relationnelles ou not only SQL comme CosmoDB. Vous choisissez suivant votre terminologie de données et vous choisissez comment vous allez gérer votre application. Donc, les conteneurs, quand vous allez aller un peu sur l'infrastructure as code, que vous allez commencer à créer de la virtualisation et de la containerisation un peu plus évoluée, c'est très pertinent et ça vous permet finalement d'arriver toujours sur ce principe de cinéma ou pas de cinéma, suivant la capacité que vous voulez gérer. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit dans un startup, un développeur, etc. Moi, pareil, hein, l'infrastructure au début, j'en avais un peu ras-le-bol, je voulais pas gérer mes conteneurs. Et ben, au début, on fait une chose simple. Et puis, c'est pas parce que c'est cher ou pas cher, c'est que ça vous permet de gagner du temps. Parce que moi, je mets le temps là où j'en ai le plus besoin. Ben, moi, c'était le développement en fait. C'était pas de gérer la base de données, de gérer les failles de sécurité, mettre à jour mon VM, gérer les logs, etc. Parce que j'ai autre chose à faire. Parce que moi, mon produit, je veux qu'il sorte. Donc c'est ça l'idée. D'ailleurs, c'est une des principales choses que je peux dire aux startups. Commencez par ce qui est le cœur de votre métier, ce que vous maîtrisez. C'est pas parce que vous avez envie de jouer avec la base de données que vous n'allez pas perdre 2 semaines après parce que vous comprenez pas pourquoi elle se lance pas ou scale up. Donc commencez à être rationnel. Vous n'avez pas tout le temps du monde en fait. Que ce soit étudiant ou même professionnel, à un moment, il faut faire des choix. Et il faut faire des choix de raison. Donc, c'est pas une question de prix au début, c'est juste une question de facilité d'utilisation. Et puis quand vous débutez, bah, à part si vous voulez apprendre tous les langages du monde, tous les systèmes de base de données, toutes les API, et vous le savez, dans nos métiers, ça bouge sans arrêt, il faut se concentrer sur ce que vous aimez faire. Après, c'est ça l'idée, c'est qu'après, faites comme vous le sentez. Si vous commencez à vous dire, bon, bah, moi j'ai envie de gérer la base de données, bah, faites-le et faites votre conteneur, changez votre infrastructure, etc. etc. Mais c'est un peu du pick and choose, hein. Choisissez ce qui est bien pour vous et ce que vous avez envie de travailler.
Dans Storage Service, ouais, je vais un peu vite, excusez-moi. Alors, je sais plus où j'en suis. Est-ce que ça. Non, évidemment. Excusez-moi. Avec le double écran, c'est toujours compliqué. Ah, voilà, c'est ça. Donc, les storage, plusieurs typologies. Je vous laisserai découvrir si vous voulez. Hop. Donc, même schéma, même idée. C'est difficile au début. Donc, allez sur les choses qui vous semblent faciles d'accès. C'est quand même beaucoup plus intéressant par rapport à ce que vous allez développer sur votre langage ou ce que vous allez mettre en avant. Donc, faites des stages. Franchement, allez-y mollo, hein. Commencez, mettez votre GitHub Action, commencez à faire de votre code, votre pipeline, votre Docker, etc. Et faites des étapes. Parce que vous soyez sur un cloud comme Azure, que vous soyez sur n'importe quel cloud, en fait, bah, il faut se concentrer sur ce qui vous fait gagner du temps. Donc ça, c'est juste une proposition, vous n'êtes vraiment pas du tout obligé de choisir, hein. Et choisissez les services comme vous en avez besoin. Par contre, évidemment, comme toute architecture, il y a des bonnes pratiques. Il faut faire toujours les bonnes choses. On parlait de test unitaire avec TUG, mais c'est pareil d'un point de vue conteneur, services, que c'est un point de vue sécurité, etc. Il y a des choses mandatories. Vous pouvez faire des trucs cracra, mais à mon avis, si votre application elle arrive en production, bah, vous ne laissez pas tout ouvert. Vous mettez vos clés dans un key vault, c'est-à-dire un coffre-fort de sécurité pour éviter que votre clé elle arrive sur Internet et dire ah bah dommage, ma souscription Azure OpenIA, je me la suis fait siphonner, je me suis 2000 $. Ça arrive, il y a des gens, ça arrive. Et d'ailleurs, GitHub vient parce qu'il a des systèmes internes qui vous permettent de nettoyer les clés pour éviter que vous les balanciez en public, quoi. Et ça, c'est déjà arrivé. Clairement, c'est déjà arrivé. Des mots de passe route ou des choses comme ça dans les bases de données. Et vous avez de la chance en tant qu'étudiant, c'est que maintenant les systèmes se sont vraiment rigidifiés d'un point de vue approche sécuritaire, d'approche de vérification, l'infrastructure à code. Moi, je connaissais pas à l'époque, hein. J'installais mes paquets et j'y allais et je voyais si ça marchait. Maintenant, je peux même être dans mon IDE, lancer mon infrastructure avec un YAML, le balancer sur GitHub. GitHub, il est aspiré donc en fait dans une pipeline, ce qu'on appelait une CI/CD, continuous intégration, continuous déploiement. Et ben en fait, automatiquement, vous n'avez même pas besoin d'aller dans le panel Azure, hein. Vous êtes toujours sur votre IDE et vous avez déployé votre ressource et vos composants. Et c'est ce que je vous disais à l'instant. On a des SDK et des choses qui vous permettent, sans bouger de votre éditeur, bah, de discuter, que ce soit en JSON, que ce soit en API REST, que ce soit en Command Line Interface. Et bah, vous pouvez tout faire en ligne de commande en fait. Sans rentrer même là, hein. Vous pouvez directement discuter, vous pouvez être dans Visual Studio Code, vous pouvez utiliser du Bicep, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, et ben ça vous permettra de déployer directement sur Azure. Maintenant qu'on s'est dit ça, et Jania quand même, on est là pour ça, hein, et ben Microsoft propose quand même beaucoup de solutions en AI, précédemment même avant Azure OpenIA Services, qui est un partenariat stratégique que vous avez entendu parler évidemment sur les GPT, ChatGPT, tu en parlais justement, mais c'est aussi évidemment Whisper qui est un speech to text, donc en fait qui a une capacité de comprendre l'audio et de le traduire ou de le transcribe, et c'est assez pertinent. Moi j'ai fait ça du libanais et il me l'a passé en anglais, donc ça change un peu la donne. Mais vous pouvez faire des recherches sur les documents, sur les vidéos, sur les conversations, sur Vision, Speech, donc le projet Florence, qui est un projet qui comprend la vidéo et qui est capable de vous le décrire. D'ailleurs, GPT-4 Vision, qui est un modèle spécialisé, qui est ce qu'on appelle un multimodal, je vous expliquerai après, qui permet de prendre une image et de vous retrouver dans une situation de description et en fait de l'utiliser tel quel. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de vous décrire l'image telle quelle et de vous le faire. C'était de la science encore il y a 6 mois, vraiment. Donc les modèles Azure OpenAI Services. Tout le monde connaît? Ouais. Whisper, je viens de vous le dire, speech to text, DALI, text to image. Vous pouvez les tester d'ailleurs totalement gratuitement. Vous l'avez sur Bing Creator, vous l'avez aussi sur Designer si je ne me trompe pas. Euh, L'analogie elle est très simple. Plus c'est récent, plus c'est pertinent, plus c'est performant. Et est-ce que tout le monde connaît ce que c'est qu'un token? D'accord. Donc les modèles sont indiqués par rapport à leur capacité de prendre des tokens pour de l'embedding, des tokens pour du few shot, des tokens finalement pour envoyer des données de contextualisation qui peuvent améliorer votre prompt system. Le prompt system, c'est du prompt engineering qui permet de définir comment le modèle va interagir. Moi, je fais un peu d'analogie du Caméléon, qui était une vieille série des années 90. GPT, même d'ailleurs tous les modèles qui sont entraînés sur ça, c'est toutes les personnalités, toutes les connaissances en même temps. Mais à un moment, il faut du contexte pour qu'il puisse se focaliser. Parce que si vous lui parlez général, il va vous répondre général en fait. Tout à l'heure, on en parlait, c'est ça, prenez des petites parties de code et arrêtez d'essayer de créer l'application entière. Bah, c'est pareil quand vous faites une request. Vous n'avez pas tout lui demander en même temps. Fais-moi la machine à laver et en même temps, fais-moi une recette de cuisine. Et ben, c'est grâce à ça qu'avec les few shots, les prompt systems, etc., que vous pouvez avoir des réponses les plus pertinentes possibles. Les modèles les plus récents sont les plus performants. Est-ce que c'est plus cher? Oui, par définition.
Pas forcément, je vous dirais, parce que maintenant, ça s'améliore. Quand on a les versions turbo, en fait, les prix au token diminuent vraiment beaucoup. Par exemple, le GPT-4 en 32K, qui fait que 32 000 tokens en capacité, est 2 fois plus cher que le GPT-4 nouvelle version, 11.06 turbo. Donc, il faut vraiment rester bien aware de ce qui se passe, parce que ça bouge très très vite, très souvent. Donc, pardon? Ah si, si, il est sorti. En preview en tout cas. Le 11.06. Ah, et effectivement, nous, on a du mal à suivre et c'est très pertinent. Non, alors je vous parle vraiment beaucoup de preview parce que je vais vous pouvoir vous le présenter. Tout n'est pas accessible. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir l'accès. Ça veut dire que c'est pas utilisable en production. C'est pas pareil. C'est le SLA, ce que ça s'appelle le Service Level Agreement. Bah, en fait, on s'engage pour vous faire tester, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez utiliser. Après, vous, comme d'habitude, on parlait de responsabilité. Vous pouvez utiliser, hein. Par contre, si ça tombe après, pas une responsabilité, vous utilisez du preview, hein. Donc GPT-3, GPT-4, évidemment spécialisé au niveau du texte, ça ne fournit que du texte. GPT-4 Vision, très important, multimodal, comme je vous le disais, ça accepte de la vidéo et de l'image. C'est un multimodal. Pas différent de GitHub et Codex, etc. Nous n'utilisons aucune de vos données pour entraîner nos modèles. Si vous utilisez vos datas, elles restent chez vous, elles ne sont qu'à vous. Vous faites du fine-tuning sur un modèle. Le fine-tuning, c'est contextualiser un modèle avec vos données. C'est votre modèle à vous. C'est fait en LoRa, c'est-à-dire que c'est une surcouche d'un point de vue de vos modèles. Et dites-moi si c'est trop. Je peux rester sur code, hein, il n'y a pas de problème. Levez la main si c'est trop loin. LoRa, et donc en fait, ça vous permet d'avoir un modèle rien qu'à vous. Et d'ailleurs, il n'y a que vous qui l'utilisez. Euh, Évidemment, AI Safety, contrôle anti-violence, armes, biais, etc. Contrôle des prompts, a posteriori, c'est gardé. Et ça permet justement d'avoir des problèmes, d'avoir un filtrage sur les datas qui ont permis d'entraîner les modèles et aussi sur les demandes qui vont être faites à vos modèles. Que vous pouvez gérer d'ailleurs dans un système qui s'appelle PromptFlow pour tester la prédictibilité de vos modèles. Parce que ce qui est important, si vous faut bien comprendre, c'est de la prédictibilité. C'est pas parfait. D'ailleurs, on parlait de température 0,1 au niveau des variables. Bah, c'est un peu ça le sujet, c'est que vous ne savez pas encore comment les modèles vont vraiment répondre. Et donc, on essaye maintenant de prévoir. Et ça s'améliore au fur et à mesure, mais c'est pas encore tout à fait parfait. Si vous voulez lui faire un JSON en sortie sans arrêt, vous avez vraiment intérêt à faire du RAG, à lui donner des données d'entraînement et à vérifier qu'avec vos prompt engineering ça fonctionne bien avant de le balancer en base de données et que ça soit tout le temps automatique. Donc ça demande beaucoup de testing, c'est très empirique. Donc le schéma, avant c'est très simple, hein. D'ailleurs il a 1 an et demi, ce slide ils n'arrêtent pas de le modifier. A, B, C, D. Le plus ancien c'est le A, le D c'était les plus récents. Ils ont tous évolué, on était en 3, maintenant on est en 3.5. Vous avez du turbo, vous avez du 16K, vous avez du 32K. Il ne faut pas vous prendre la tête en fait. Plus il y a de tokens, plus vous pouvez envoyer. Si vous voulez de la vidéo, il faut prendre du Vision. Si vous voulez le dernier qui est pas cher, c'est celui-là. Et après, testez, parce que c'est des modèles en fait. Que vous utilisiez des modèles, que ce soit modèle as a service, parce que vous avez Mistral va être disponible sur Azure, ou que ce soit un modèle que vous avez envie d'avoir chez vous directement dans vos computes, bah, dans tous les cas, tous les modèles, vous devriez faire des tests. Maintenant qu'on arrive à ça, alors est-ce que ça fonctionne ça? Je vous parlais de ça, la Studio, mais vous voyez les modèles, sans même rentrer dans le panel, vous pouvez carrément les déployer sur des computes directement sur Azure, tout en restant dans votre IDE. Donc ça c'est un preview, c'est pas encore disponible. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée que finalement, il y a quand même une mise en avant très proche au niveau des développeurs pour leur permettre de travailler plus correctement, plus rapidement, sans se poser trop de questions en fait. Je sais pas si vous voyez de ce côté-là, non, c'est bon. Alors on arrive sur l'application. Je me suis dit tiens, je vais me faire une petite application. Moi je me suis dit tiens, ça serait marrant que je fasse une application qui me permette de générer des photos d'images de chaussures personnalisées. J'ai fait une architecture entière. Tout le monde sait ce que c'est qu'une architecture entière. Séparation de chaque logique entre le front, le back, etc. Donc, vous êtes sur Internet, vous avez une web app de présentation, ça peut être ce que vous voulez en front, hein, c'est pas le sujet en fait. Après, vous avez l'App Services, donc là, votre logique business, donc c'est votre compute derrière avec votre logique fonctionnelle, etc. Vous utilisez des API ou pas des API, c'est pas le sujet. Un Key Vault, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important pour vos clés. Votre database, que ce soit du JSON, que ce soit du relationnel, etc. Bah, votre application, à un moment, elle va devoir stocker des choses à un moment, hein. Clairement. Cognitive Services, bon, on est là pour faire du génie, hein. À un moment, il va falloir lui parler à vos API.
Moi j'ai pris du Python. Pourquoi j'ai pris du Python? Alors déjà parce que moi à l'origine j'en ai jamais fait. Je me suis dit ça va être marrant. Et plusieurs intérêts. Bon déjà, bah, la plupart des librairies Python étaient les plus récentes sur OpenIA et Azure OpenIA. Donc j'avais toujours les derniers éléments avec les derniers modèles, etc. Donc ça me faisait gagner du temps. Après, ça veut pas dire que je suis obligé de faire du Python en front, hein. Je peux faire une API avec du Python d'un côté et de l'autre côté, aller mettre autre chose, quoi. Le sujet, c'était pour gagner du temps. Je fais du prototyping avec Gradio. Si vous connaissez pas Gradio, c'est quelque chose qui est utilisé chez Hugging Face, qui est une plateforme de modèle qui permet. Et donc, moi, ça me gagne du temps. C'est du Python, c'est une user interface. Je gère pas le CSS ni le JS. Ça me fait gagner un temps de dingue. Et bah évidemment, bah, comme on est sur Azure et qu'on commence à être sérieux, bah, on met des API management, on met des gateways, on met des fronts pour éviter que ça tombe, etc. Des bonnes pratiques d'architecture. Alors, peut-être, parce que évidemment, je suis sur des modèles preview. Donc j'espère que ça va marcher, qu'Internet va marcher, parce que on n'est jamais sûr. Et je vais vous présenter. Alors, j'aurais peut-être besoin de la régie si c'est possible. La régie t'entend. Ok. Euh, Qu'est-ce que vous voyez quand je fais ça? Et il faut que je passe sur le deuxième écran. Comment ça marche? Là? Ouais, là on le voit là, effectivement. Ok. Alors, j'ai vachement utilisé justement GitHub Copilot. Moi, ça m'a fait gagner un temps fou. J'ai utilisé du Fast API, etc. Alors, ça, c'est le main est là. Hop. Donc, ça, c'est Gradio. C'est donc un pré-processing avec une user interface, etc. Je vais vous présenter après ça à quoi ça ressemble, hein. C'est pas le sujet, hein. C'est juste pour vous montrer que ça a été fait entièrement en Python. Alors là, il n'y a pas de base de données, hein. C'est juste du one shot, hein. J'envoie, je reçois. Après, on pourrait chercher un système de gestion de base de données, etc. Voilà à quoi ça ressemble. Hop là. Je suis en local. Ouais, d'ailleurs, ouais, ça c'est l'admin. Hop. L'admin est là. Normalement, quand mon système de gestion de base de données fonctionnera, je pourrai avoir les JSON qui sont affichés ici avec tout ce qui a été fait. Pendant cette use case de custom shoes, vous avez quelqu'un qui vous a appelé et qui dit moi j'ai envie de chaussures personnalisées. Alors, je vais pas tenter le micro en direct parce que sinon ça va être je pense que ça va pas marcher, mais on va essayer plutôt ça. Super démo. Hop, shoe custom. Alors dites-moi si vous entendez. Bonjour, oui j'aimerais avoir des chaussures très personnalisées, vous voyez? Blanches avec des bandes oranges mais plutôt orientées streetwear. Peut être la semelle Ouais. noire mais aussi des lacets jaunes en même temps car j'aime bien ça. Et puis si je pourrais aussi écrire mon prénom derrière ou mon pseudo c'est Pika. P-I-K-A. Si vous pouviez me faire une représentation en 3D sur mes pieds mais dans la campagne car je n'aime pas trop la plage vous voyez. Bon Bonjour. alors Pika, en tout cas cette jeune femme, elle souhaite quelque chose de très personnalisé avec quelque chose de très Pokémon. Elle aime vraiment des chaussures à la campagne, en 3D en plus. On a Whisper qui est là. Je peux faire un transcribe. Et qu'est-ce qui se passe en fait? L'audio est envoyé directement par API à Azure, Azure OpenIA Services. Donc là, en fait, c'est une request. Et si vous voulez, on pourra regarder le code après qui va faire avec un appel sur Azure OpenAI Services. J'envoie le GPT chosen, enfin le modèle choisi. J'envoie le fichier, j'envoie la température, j'envoie plein de paramètres qui sont nécessaires. Et voilà ce qu'on a. Apparemment, hop, hop. Alors, est-ce qu'on voit? Attendez, hop. Ah, excusez-moi. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Ok, donc là on est français-français. On pourrait se dire, ouais, bon, bah ça va, hein. Whisper est quand même très très pertinent, il prend, je crois, pratiquement toutes les langues du monde. Alors évidemment l'inférence elle est plus ou moins longue si c'est des langues qui sont beaucoup moins entraînées. Mais quand je vous ai dit libanais je l'ai fait, ça a mis 120 secondes quand même à arriver, mais j'ai eu la traduction parfaite, hein. Donc est-ce que c'est utilisable en prod? Pas vraiment pour l'instant. Est-ce que c'est bien pour démontrer? Ouais, c'est top. Ça je peux vous dire que c'est vraiment sympa. Bon, on en est là, ok. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent par rapport à ce que vous avez entendu? Ok, des petites erreurs peut-être? Ok. Bon, on en est là. Alors, bon, imaginons, là, je vous le fais en copier-coller, hein.
Oups, excusez-moi. Allez, les effets. Oh là là. On va dire que c'est mon code qui est là. Hop. Allez, alors là. Hop. Et voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Donc là j'ai créé mon interface. Alors si vous voulez en voir d'ailleurs. Si vous voulez, après le code, il sera sur un repository, il sera public, vous pourrez y accéder, jouer avec, etc. Vous n'aurez pas mes clés, et vous pourrez jouer. Ah, dommage, hein. Bon, vous voyez, en fait, j'ai mis des paramètres supplémentaires, je peux choisir le modèle, etc., etc. Bon, pas de problématique. Et là, j'ai quand même commencé à travailler. Donc, je lui dis, bah, je veux que tu fasses un explain et tu me fais un JSON. Donc, je lui explicite ce qu'on appelle le prompt system. Vous vous rappelez ce que c'était que le prompt system? Le prompt system, c'est justement définir un contexte et des directives. Donc, je lui ai dit, tu es un chatbot qui a reçu ce fichier audio et j'aurais pu faire du whisper automatique et arriver tout de suite avec du GPT, hein. Il n'y a pas d'obligation de faire des copier-coller comme je vous l'ai montré, hein. C'est juste pour vous montrer la séquence. Mon use case, c'est ça. Je veux des chaussures et je veux une génération d'images. Donc tu as un chatbot qui a reçu un texte d'un fichier audio. Tu dois décrire ce qui se passe en fait. Tu dois être précis et identifier le nom de chaque personne. Je pars du principe que je ne sais pas ce qui se passe, hein. Là, c'est une seule personne qui parle, mais peut-être qu'il y a plein de personnes qui parlent. Et n'oubliez pas, plus vous êtes précis, plus le contexte sera amélioré pour votre réponse. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence sur les use cases et les product owners, les personnes qui vous disent les applications. Comme ils sont généraux, pour l'instant, vous dire, on aura toujours notre métier de développeur, je sais, je vous le dis, hein. Tu peux donner des conseils sur la situation. Alors pourquoi je le fais en anglais et pas en français? Bah parce que les résultats sont un peu meilleurs. Vous pourriez le faire en français, hein, c'est pas le sujet, hein. Mais les résultats sont un peu meilleurs, les modèles ont été apprentissage principalement en anglais. Est-ce que ça va évoluer? Évidemment que ça va évoluer. Après, on pourra faire du français sans problème, c'est pas le sujet. Pour l'instant, j'essaye juste d'avoir les meilleurs résultats par rapport à ma demande. Tu dois donner le JSON format lisible par un ordinateur. Donc, je lui dis quand même des choses très, on va dire, tarte à la crème, hein. Et tu dois donner les clés du nom, du résumé, du sentiment. Donc, il va essayer de comprendre ce qui se passe en fait par rapport au texte. Et de donner des conseils pour aider la situation. Et tu dois être sûr que c'est correctement fermé à la fin. Pourquoi je lui dis ça? Pour éviter un JSON pourri. Je fais un process. Ça me fait chier. Pardon, pour les gros mots. Hop. Vous voyez, c'est pas instantané, hein. Ça demande une API, ça demande du temps, ça envoie le fichier, ça envoie le document, et ça prend en compte, et ça compute. Donc en fait, ça prend en compte ce qui a été écrit, pour ensuite prendre ce prompt system, ce few shot finalement, enfin cette requête qui est là, pour vous donner un résultat après. Je suis sans filet, hein, j'espère que ça va marcher, hein. Plus vous ferez un prompt system difficile, en tout cas long et complexe, plus ça mettra du temps. Allez, on est déjà à 50 secondes. Ah, ok. Alors on va refaire comme ça. Hop là! Je vous laisse lire. Est-ce que tout le monde voit? Non, c'est encore trop petit. Je vais le lire sinon. Donc description. Le fichier audio contient une conversation avec une personne qu'on va appeler client, qui s'exprime pour son désir de créer des chaussures très personnalisées, highly personalized. Le client veut des chaussures qui vont être blanches et avec des bandes oranges. Est-ce que vous vous rappelez de la conversation? C'est cohérent? Ok. Dans le style streetwear, avec un accent à couper au couteau, elle préfère du noir pour les semelles. Alors The Week, je suis pas sûr de... Mon anglais n'est pas si bon que ça pour les semelles, je suis pas sûr que ce soit ça. Avec des lacets jaunes, on se moquera pas sur ce qu'elle souhaite. Et derrière, du pica écrit. Elle veut une représentation 3D de la chaussure sur ses pieds, mais in countryside, donc à la campagne. Donc on est toujours cohérent. On a une application qui commence à se construire. Et imaginons, je suis en train de faire un CRM, un Custom Relation Manager, et j'ai besoin de ces données-là parce que j'ai un seller ou quelqu'un qui va devoir leur contacter. Là, j'ai déjà prévu la façon dont le CRM va ingérer la donnée pour que mon système de gestion de base de données ou mon CRM puisse enregistrer cet utilisateur pour que je puisse améliorer la relation client et savoir ce qu'elle a parlé. Imaginons là, vous avez personne qui a parlé en fait. C'est une personne qui a appelé. Imaginons une boîte audio d'elle. Elle a dit ce qu'elle voulait. Tout ça c'est automatisé. Vous avez un pop-up sur votre application qui dit il y a quelqu'un qui veut ça, etc. Bon, ça c'est vous, c'est bien, c'est de votre côté, mais le client, lui, il n'a pas gagné en expérience, en fait, clairement. Donc, qu'est-ce qu'on lui propose?
on lui propose une représentation de ses chaussures en fait. Donc, si je lui dis maintenant, je vais un peu plus loin. Je sais pas combien de temps il reste, je suis désolé, je suis peut-être hors délai. Une demi-heure? 7, 8, 10 minutes. Ah, Ouais. ok. Ok, là je vais un peu plus loin. Ah, je me suis un peu enflammé. Euh, alors je vais le lancer pendant discuter, etc. Et je peux améliorer mon contexte en fait. Je peux lui demander plus de choses. Je peux lui demander du JSON. Je peux lui demander carrément de me faire mon prompt en fait. C'est-à-dire que vous pouvez créer des méta-prompteurs qui automatiquement font ce que vous leur demandez en fait. Ça, je l'ai créé à la main, mais vous pourriez demander à des modèles de vous le faire en fait. C'est là, en fait, on est un peu dans la poupée Matryoshka. Je mets un LLM qui met un LLM qui parle à un LLM qui met un LLM. Et à la fin, vous avez ce que vous voulez, en fait. Je vous parlerai d'une librairie après qui est vraiment pertinente et je pense que ça va changer votre vie. En tout cas, si vous voulez développer sur des GenIA. Euh, donc là, ça recommence et vous voyez, il recommence entièrement. Le process qui est là, l'input et mes requests. J'espère que ça va mettre un petit peu plus de temps parce que ça a mis combien? 50 secondes. Ok. N'oubliez pas, là je suis en GPT-4, j'ai pas pris le turbo. Ce qui veut dire que les résultats seront peut-être moins bons que si je mets le turbo. Le modèle différencie la capacité de compréhension du prompt system, etc. Donc là je suis en GPT-4, hop, il me file déjà un prompt. Vous voyez? C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Donc il a compris mon contexte. Ok. Maintenant, je vais utiliser DALL-E 3, hein. Hop, je vérifie, DALL-E 3 est bien là. J'ai mis le prompt. Alors, si vous voyez correctement, une représentation 3D d'une paire de streetwear avec des bandes oranges et des lacets jaunes. Les chaussures doivent avoir le nom Pika à l'arrière. Les chaussures doivent être dans le countryside. Et l'image doit être doit être photoréalistique. Bah, de la même manière, en fait, je balance ce prompt system à DALL-E, qui lui, son job, hein, c'est de créer des images, hein, pas plus. Il prend le temps de comprendre votre demande. Il vous génère l'image, modèle de diffusion. Il déconstruit par rapport à ce qu'il a appris et il vous recrée entièrement pour faire quelque chose de cohérent. DALL-E 3 a des éléments. Voilà. Et pourquoi c'est moche? Parce que c'est une 3D representation. Et les smells, on les voit pas, effectivement. Si je refais maintenant, en revenant sur ça, je reprends Turbo. Je vous ai dit, on se moque pas sur les goûts et les couleurs, hein. Et qu'ici, au lieu de mettre 3D, quelqu'un veut améliorer ses chaussures? Des flammes? Allez, des flammes. Il y a le laser, on les met sur le côté. Oh la vache. N'oubliez pas, les modèles ont beaucoup de mal à l'écrire. Les modèles text ou image ont beaucoup de mal à écrire. Midjourney commence à s'améliorer, DALL-E 3 commence à s'améliorer. Ça a beaucoup de mal. Et pourquoi ça a beaucoup de mal? Parce que ça a été associé en apprentissage avec une image, une description. Ça n'a pas compris le texte à l'intérieur. Ok? Ça s'améliore, hein. Mais quand vous demandez à écrire, c'est pas parfait, hein. Moi j'ai joué un peu avec DALL-E, Midjourney, Stable. Ouais, c'est chaud, hein. Faut y aller quand même, hein. On était où là avec Streetwear là? Alors, est-ce qu'il a fini? Hop. Hop. Bon, vous voyez, regardez, j'ai fait GPT-4 Turbo. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un peu plus cohérent, c'est un peu meilleur au niveau de la compréhension, etc. Je sais pas si vous voulez. On va rester sur les flaming, je sais pas quoi là. Hop, hop, hop. On est resté countryside. Donc j'ai retiré 3 représentations, j'ai rajouté les flammes. On va croiser les doigts que ça soit un peu plus joli pour cette jeune femme. Pardon? Ah, peut-être, je ne sais pas. C'est là l'idée, c'est que je vous dis, prédictibilité des modèles, bah, si vous n'êtes pas très précis, bah, il va se débrouiller en fait, hein. Waouh. Ah, est-ce que tes chaussures te plaisent? Ah, elles sont bien énervées là. Bon. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, est-ce que c'est dur, à utiliser du code? Non, c'est que du développement. Et en plus qu'avec GitHub Copilot, franchement, vous pouvez gagner un temps fou. N'oubliez pas, ils ont tous des dates d'apprentissage. Donc si vous voulez qu'ils vous proposent du code d'une librairie qui vient de sortir, ça va pas bien marcher, hein. C'est normal.
Et d'ailleurs, finalement, vous gardez la maîtrise complète de votre code. C'est vous qui mode comité, hein. C'est pas l'IA hein, qui fait. D'ailleurs, on parle de copilote, on parle pas de pilote. Donc, moi, il m'a fait des bêtises, hein, mais ça me permet d'être un peu plus pertinent sur le fait que pourquoi il me fait ça, c'est pas logique, ma boucle elle marche pas, etc. Par contre, il me permet de gagner du temps. Comme je vous ai dit, je n'ai pas commencé sur Python. En 2 semaines intensifs, j'ai fait un truc fonctionnel, hein. Et ça marche en fait. Je présente ça dans un POC pour une startup ou quoi que ce soit, bah, c'est pertinent. Je dis maintenant, je vais l'industrialiser, mon custom shoes. Allez, levée de fonds. Je sais pas si ce sera très pertinent pour tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que ça permettra d'avoir répondre à un use case. Donc, qu'est-ce qu'on se dit avec ça? Je vous parlais d'agent. D'agent. Un modèle, c'est un agent. Vous lui donnez des cordes, vous lui donnez des prompt systems et vous lui demandez de répondre. On en est où maintenant? Ça fait même pas 2 ans, hein. Mais on en est avec des agents qui se parlent à des agents et qui répondent à une problématique. Donc on s'est dit pourquoi pas, on utiliserait une librairie qui s'appelle Autogène, open source, librairie Microsoft, qui est en développement le plus rapide possible. J'ai jamais vu ça aussi rapidement. L'idée principale de ça, et vous pouvez, c'est open source, etc., vous pouvez l'installer chez vous et vous pouvez tester. C'est que vous créez des groupes de chat. Avec ça, c'est hyper simple, hein. C'est user interface, vous créez des skills, vous créez des personas, etc. Et vous dites, bah moi j'ai ce problème-là, je prends cette personne, cette personne, cette personne, je les mets dans cette salle, maintenant tu me résous le problème. Donc vous avez des modèles qui se parlent ensemble en fait, et qui répondent à votre besoin, que ça soit pour du développement, que ça soit pour du marketing. Tout dépend de vos prompt systems et de vos personas en fait. Et là, on est au point, on leur donne des outils. Bah, toi, tu vas scraper sur Internet. Toi, tu vas vérifier ça. Toi, tu vas faire ça avec des API. Donc on commence à créer finalement des systèmes qui sont toujours avec feedback humain, qui vous permettent d'automatiser des tâches complexes avec du chain of thought et qui permet de créer. Il y a des startups qui se montent sur ça, hein. Et je blague pas, hein. Des startups qui sont en levée de fonds, ça fait 3 mois et créent des interfaces. Et je parle pas de chatbot, hein, je parle de vraiment des produits entiers qui sont basés sur ce genre de librairie. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser des LLM, vous pouvez utiliser des LLM open source, vous pouvez utiliser de l'Azure OpenIA, vous pouvez utiliser OpenIA, c'est de la configuration en fait. Que ce soit du speech to text, du text to speech, que ce soit du GPT ou quoi que ce soit, ça vous permet de créer votre besoin en fait et de répondre. Si vous avez du temps, je vous encourage à regarder ça, vraiment. Semantic Kernel, Framework, on parle d'orchestration. Pourquoi c'est important l'orchestration? C'est qu'à un moment ou à un autre, c'est bien gentil de lancer des agents, des modèles, etc. Mais à un moment, il faut quand même créer une sorte d'orchestration par rapport à vos agents. Il faut qu'ils se parlent. Enfin, Semantic Kernel, Langchain, peut-être que vous avez peut-être entendu parler de ces frameworks, vous permettent d'avoir des agents qui se parlent et qui créent des trucs. Quelle est la différence entre un autogène, etc. Déjà, ils répondent pas aux mêmes besoins en fait, hein. Vous avez besoin que les agents travaillent avec des outils. Vous utilisez Semantic Kernel, ça vous définissez des outils avec des prompt systems. Il dit si j'ai besoin, book-moi un flight. Vous avez prévu que pour booker un flight, il faut faire ça avec une API, un prompt system. Il va taper tout seul le truc, orchestration. Il va chercher son bon outil et se débrouiller pour vous répondre. Donc, prédictif ou pas, le gros avantage d'Autogène, c'est que si les outils n'existent pas, il va se les créer à la volée, quoi. Et vous voyez le next step d'après? C'est qu'on va avoir des choses que vous avez développées vous, hein, moi, tout le monde d'ailleurs, qui vont être cohérents, répondre à un problème qu'ils n'ont jamais vu, et d'un point de vue prédictibilité, avec des outillages comme Promptflow ou même finalement Azure ou tous les modèles que vous pourriez utiliser, créer finalement des choses qui ne sont jamais vues. Chainlit, très important. Effectivement, je suis pas sur la bonne fenêtre. Je suis sûr que je suis hors délai. Je fais au mieux. Vous n'avez pas envie de vous embêter, user interface, machin, c'est du Python, ça vous permet d'utiliser soit du Stability, d'OpenIA, d'Azure OpenIA, ça développe, je crois que c'est du Python aussi, ça vous développe un chatbot, vous prenez pas la tête, et vous pouvez faire un chatbot très rapidement. Hop. LightLLM, très intéressant, une librairie qui vous permet de connecter à plein d'autres modèles avec une surcouche, une glue, parce que très clairement, entre les API, les SDK, etc. Si vous voulez taper n'importe quel modèle, vous allez vous retrouver tout le temps à essayer d'adapter par rapport au modèle. Et c'est pas le bon truc. N'oubliez pas, séparation. Le but, c'est pas d'être limité à votre code sur un modèle. Le but, c'est que votre code, il fonctionne partout, quoi. Si vous voulez apprendre Azure, si vous voulez utiliser des modèles, n'hésitez pas. On a des Learning Pass qui existent déjà, la Z900 qui est un bon début. Vous avez aussi tout ce qui est sur la GenIA, l'intelligence artificielle, des learning qui vous permettent de débuter, peu importe le langage.
que ce soit du Python, du Java, du PHP, et préférentiellement aussi du .NET, qui est le langage qui était pas open source et maintenant qui est open source, .NET 8. Des ressources à In the Box qui vous permettent de vous donner des choses. Alors évidemment, je fais un peu de pub pour Tug et GitHub, hein. Évidemment, ça marche très très bien. Student Dev Pack, si vous ne connaissez pas, c'est gratuit, vous avez une licence pour vous. Pour avoir GitHub Copilot, allez-y quoi. Franchement, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Workshop, Mother Workshop, des workshops totalement gratuits, open source, pour déployer des technologies et vous retrouver des use cases. C'est une plateforme qu'on a mis en place, d'ailleurs je suis très content d'avoir été à l'initiative. Phil IT, un collègue, très didactique, il vous explique l'infrastructure Azure d'une manière très accessible. Il est hyper récurrent sur ses contenus. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Si vous avez des vidéos, allez le voir. Les Microsoft Tech Group, il y en a à Montpellier, je tiens à vous le dire. C'est des meet-up, c'est aussi un Discord qui permet aux gens d'échanger. Alors vous pouvez parler avec des Microsofties, des professionnels, peu importe. L'idée c'est d'être orienté sur la technologie et pas forcément que des technologies Microsoft. Pour parler en tant que dev, architecte, etc. Et puis sur vos domaines, que ce soit en fun, en IA ou sur des speaking, parce que vous cherchez quelqu'un qui parle sur votre meet-up, venez en fait. Il y a quand même déjà 750 membres, si je ne me trompe pas, et des events toute l'année. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors vous avez vu, hein, on vous avait prévenu, il y avait des conférences techniques, un peu moins techniques. Bon là vous voyez qu'on est déjà un peu technique. Je vous rassure, il y en a qui seront un peu plus accessibles en tout cas, un petit peu après. On peut prendre peut-être une question ou deux, si quelqu'un en a une, n'hésitez pas. Alors attends, j'arrive avec le micro. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Léo, parce qu'on a corrigé les problèmes de micro et c'est quand même vraiment chouette. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai juste une question. Si on aurait suivi du coup le projet des chaussures, est-ce que vous pensez que ça serait du coup une bonne idée si la génération était du coup évaluée par d'autres IA qui disent si la génération est bonne ou pas bonne? Justement, moi j'ai un use case que j'ai utilisé avec Autogène. C'est-à-dire en fait, je génère au besoin une image, alors avec un text to image, et je demande à un autre modèle par rapport à la description que j'ai donnée, de challenger avec un GPT-4 Vision si la description de l'image qu'il a générée est cohérente et lui donner de 0 à 10 le bon truc. Et il me demande le feedback. Est-ce que ça te convient? Moi je considère que c'est 7 par rapport à ce que tu as demandé. Je fais non, je trouve ça moche, tu me le refais. Et là on arrive vraiment sur ton use case. Donc c'est exactement ça Autogène. C'est la capacité d'avoir des modèles qui challenge d'autres modèles en fait. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ah, tout devant. Tiens. Du coup, merci pour la présentation. Et c'était pour parler d'Autogène et aussi de Microsoft, où se situe un petit peu l'AGI. Est-ce qu'aussi, au final, Autogène, c'est de l'AGI ou ça rapproche un petit peu ou pas? Non, on n'est pas sur ces concepts-là. Et puis, non, vraiment. L'idée, c'est de permettre à des. Et c'est du tooling en fait, Autogène. C'est une librairie, hein. On n'est pas en train de créer une intelligence générale, etc. On est en train de créer des modèles qui s'articulent. On est en orchestration, je dirais. C'est-à-dire que là, en fait, ils deviennent pas intelligents, hein. Ils se challenge, c'est différent, hein. Et sans rentrer dans sans ergoter, hein. Les modèles, ils ont une conscience finie, hein. C'est-à-dire que vous les lisez, ils n'apprennent pas, ils utilisent des outils. C'est pas pareil, hein. Ok, merci. Voilà. Une dernière ou pas? Eh ben, parfait. Merci encore beaucoup, Olivier. Merci.